Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Le 49.3, l'émotion de censure, le drame de Lola et son retentissement politique aussi, la crise des carburants, va-t-il y avoir de l'essence pour les vacances de la Toussaint, les salaires d'une façon générale et puis dans la fonction publique, autant de sujets que nous allons essayer d'évoquer. Stanislas Guerini, commençons donc par le 49.3. Il y a eu 2 semaines de débat, quasiment pour rien, puisque finalement vous utilisez sur le 49.3 sur le projet de budget. À quoi ça a servi? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller plus vite? C'est pas vrai que ça a été 2 semaines pour rien. Non. C'est 60 heures de discussion dans l'hémicycle, de débats parfois qui ont été intéressants et de bonne qualité, parfois à des moments un peu agités, mais qui ont permis aux oppositions notamment de porter leurs propositions. Et un certain nombre, elles seront intégrées dans le projet qui est présenté par le gouvernement, parce qu'un 49.3, c'est un texte qui est présenté, sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité. Oui. Il me semble que j'entends certains crier au déni de démocratie, c'est un peu étonnant. Le 49.3, c'est un outil qui a été très utilisé dans la Ve République. Et qui est réglementé aujourd'hui. Mais on ne peut pas trop l'utiliser. Encadré, et surtout, c'est sur quoi je voudrais insister, le texte qui est présenté, sur lequel, encore une fois, le gouvernement engage sa responsabilité, qui est présenté aujourd'hui, ça n'est pas le même texte que celui qui est entré à l'Assemblée nationale. Bah oui. Par exemple, la taxe sur les superdividendes. Pourquoi vous l'avez pas retenu, la taxe sur les superdividendes? Il y avait, y compris des gens de la majorité, qui étaient favorables. Je suis pas mal à l'aise, voyez, pour vous répondre, parce qu'on a une ligne qui est extrêmement claire, qui est de baisser les impôts. Je vais pas m'en excuser ce matin à votre micro. On a baissé les impôts de 50 milliards dans le dernier quinquennat. Et on va continuer à le faire. Et on les baisse pas que pour les entreprises, on les baisse pour les ménages. Et on les baisse pour les entreprises aussi. Et vous savez quoi? Ça marche. On réattire des investissements sur notre territoire. On crée des emplois. Vous me receviez parfois au début du quinquennat précédent. On ne parlait pas totalement de plein emploi. C'est devenu une perspective qui est aujourd'hui atteignable dans notre pays. Alors je ne vais pas m'excuser ce matin à vous dire qu'on baisse les impôts et qu'on va tenir cette ligne-là économique parce que ça s'appelle la cohérence. Stanislas Guerini, il y a 2 motions de censure. A priori, la NUPS s'est fait depuis hier. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Peu de chance en fait d'aboutir pour eux. Mais c'est un coup de semonce pour vous ou pas? Je trouve qu'à chaque fois, les oppositions font en réalité leur démonstration de leur minorité dans l'hémicycle. Elles ne sont pas majoritaires. Il faut parfois le rappeler, parce que la façon dont le débat est tenu, on a un peu l'impression de temps en temps qu'elles ont cru avoir gagné les élections. Ce n'est pas totalement le cas, et ça permet à chaque fois de s'en rendre compte. Donc on verra bien. C'est leur responsabilité, sont là aussi des outils démocratiques. Vous voyez, je vais être cohérent avec vous. Je ne vais pas les critiquer de porter ces outils démocratiques-là. Ils sont des opposants à la politique du gouvernement. C'est leur responsabilité. Et nous nous engageons la nôtre. Ça va quand même être difficile de tenir 5 ans comme ça, Stanislas Guerini, non? La réforme des retraites qui arrive, ce sera la même chose? Je ne vous dis pas que c'est facile ou difficile. Moi, je crois que mon rôle, en tant que membre du gouvernement, c'est d'avancer. On a une responsabilité particulière. Je crois que c'est celle pour laquelle nous avons été élus. C'est de continuer à faire avancer notre pays. Vous voyez, on est en train de parler là d'un budget. Je suis le ministre de la fonction publique. Je peux vous dire qu'un budget, je vois bien à quoi ça sert. Ça paye nos services publics. Ça finance les investissements qu'on fait pour l'école, pour la santé. On va rajouter des policiers dans la rue. C'est à ça que va servir ce budget. Ce budget, il va servir à protéger nos concitoyens. On le fait comme aucun pays européen n'est en train de le faire pour protéger nos concitoyens de l'inflation. Si on a l'inflation la plus faible d'Europe aujourd'hui, la plus faible d'Europe, je ne dis pas qu'elle est inexistante, les ménages le sentent extrêmement clairement, mais c'est la plus faible d'Europe. C'est totalement lié aux mesures que nous prenons. Donc la seule question pour un responsable politique, j'insiste sur le mot responsable, c'est est-ce que cela vaut le coup? Bien oui. Moi je crois que ça vaut le coup. C'est pas tous les jours simple, évidemment. Mais il faut le faire parce qu'on est responsable. Stanislas Guerini, avant de venir justement sur la fonction publique, et puis il y a beaucoup de questions là autour des salaires, la crise des carburants, 2 seules raffineries sont encore mobilisées ce matin et restent touchées par la grève. À quand un retour à la normale? Est-ce qu'il va y avoir de l'essence là pour le départ des vacances de la Toussaint demain? Tous les efforts ont été portés pour que la situation elle puisse progressivement, ça ne sera que progressif. Après, ce sont des questions de logistique, c'est des camions qui réapprovisionnent les stations d'essence. C'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent partir normalement, j'ai envie de dire,
en vacances. Donc la situation, elle est en train de revenir progressivement à la normale. Je pèse mes mots parce que c'est toujours très compliqué quand on entend un responsable politique dire ça et puis quand on va à la station d'à côté et que... non mais Olivier Véran, le porte-parole, qui il y a quelques jours avait dit non mais il n'y a pas trop de problèmes, etc. Et on l'a vu, qu'il y a eu des problèmes. C'est parfois la différence entre une vue nationale sur l'ensemble des stations. Progressivement, la situation, c'est factuel, elle est en train de s'améliorer, de revenir à la normale. Et puis, ce qu'on peut vivre à la station à côté de chez soi, où il peut y avoir encore des difficultés. Oui, venons-en sur la fonction publique, alors précisément. Elle n'a pas été très mobilisée lors de la journée de mardi, 5% pour les fonctionnaires, 3% dans la territoriale. Sur la question des salaires, justement, puisqu'il y avait ce mot d'ordre aussi, le salaire des fonctionnaires. Je n'ai pas bien compris, là. Vous lancez un chantier pour début janvier, alors que la conférence sur les salaires, normalement, c'est en juillet. Qu'est-ce que vous allez lancer? Alors, comment vous allez opérer? D'abord, pour être très clair, on a pris des décisions cette année pour répondre à une situation d'inflation très particulière. Et en l'occurrence, on a pris la décision de faire la plus forte augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires depuis 1983, depuis 37 ans. Donc, on a apporté cette première réponse-là, qui est une réponse conjoncturelle. Et ce que j'ai dit, moi, avec les organisations syndicales, c'est que nous avons un grand chantier sur la façon dont on construit les rémunérations et les carrières dans la fonction publique. C'est le grand chantier de l'attractivité de la fonction publique. Ça va être, voilà, et donc, c'est ce chantier-là, c'est très clair, c'était pas particulièrement une annonce. J'ai toujours dit que ce chantier, en accord avec les organisations syndicales, nous le mènerions à partir de début 2023, à l'issue des élections professionnelles, parce que il y a 5,7 millions d'agents de la fonction publique qui vont venir voter. Nous aurons des syndicats avec un niveau de représentativité qui sera à ce moment-là renouvelé. Et donc, nous ouvrirons ce chantier qui est un vrai chantier structurel pour réfléchir à la façon dont on construit des carrières dans la fonction publique. Mais c'est quoi? C'est des augmentations de salaire immédiates pour ceux qui rentrent dans la fonction publique, pour les attirer? C'est un débat qui est beaucoup plus structurel. Il peut y avoir des questions de savoir comment est-ce qu'on ajuste par rapport au niveau de l'inflation. Et naturellement, il peut y avoir ce type de discussion-là. Mais en l'occurrence, ce chantier de l'attractivité dans la fonction publique, je crois que c'est un chantier où il faut le prendre à bras le corps. Il se joue à la fois sur la fiche de paye. Et vous voyez, je n'occulte rien. Parce que la fonction publique n'attire plus, Stanislas Guerini. Avant, c'était le rêve et l'ambition de certains d'être dans la fonction publique, fonctionnaire. Heureux, aujourd'hui. Encore, et je crois, et sincèrement, je veux le dire à votre micro ce matin, il n'y a pas de plus beau métier, de plus bel engagement que de venir servir l'intérêt général dans la fonction publique. Moi, je vois... Il y a d'autres métiers aussi qui sont bons. Mais je crois qu'il y a quelque chose de singulier quand on travaille dans la fonction publique. C'est effectivement de s'engager pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que la somme de nos intérêts particuliers. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui peuvent dire ça. Donc on devrait être les employeurs les plus attractifs de France, d'une certaine façon. Et c'est vrai, là aussi, il faut dire les choses factuellement, il y a eu 2 fois moins de candidats au concours dans les 10 dernières années. On a divisé par 2. Donc, il y a un déficit d'attractivité. Je crois, moi, que la réponse... à quoi, alors? Peut-être à la rémunération? Je vais vous dire, je pense qu'elle est en partie sur la fiche de paye. Notamment, quand on débute sa carrière, on met trop de temps à voir des évolutions de son salaire, de sa rémunération. Et puis, il y a une partie qui se joue dans une question de sens, d'organisation du travail. Il faut aussi, d'une certaine façon, on a fait beaucoup d'efforts pour simplifier la vie des Français. Je crois qu'il faut aussi simplifier parfois la vie des agents publics. Les Français n'ont pas l'impression que la vie se simplifie, administrative, pardon, mais dans beaucoup de secteurs. Mais je pense qu'il faut se méfier là aussi, de ne pas avoir de jugement trop hâtif ou trop généraliste. Vous voyez, moi, c'est des sujets que je suis d'extrêmement près. Les Français, ils sont attachés à leur service public. Quand on prend service public par service public... Oui, c'est vrai, ils en réclament auprès d'eux. On a fait des progrès, je crois, indéniables. Vous savez, moi, je suis un ministre qui ouvre tous les jours des maisons France Service. Il n'y en avait pas au début du dernier quinquennat. Il y a aujourd'hui 2600 maisons France Service. C'était une promesse du président de la République à l'issue du grand débat national, qui permettent d'avoir, pour l'ensemble de nos concitoyens, des services publics à moins de 30 minutes de chez soi. C'est un endroit où on trouve des réponses. Ça, par exemple, un progrès très concret. Stanislas Guerini, sur les retraites, puisque la réforme va arriver, est-ce que ce sera terminé le calcul spécifique aussi des droits à la retraite pour les fonctionnaires ? C'est-à-dire sur les 6 derniers mois. C'est pas l'objet de cette réforme-là, en l'occurrence. L'objet de cette réforme-là. Non, bien sûr, mais je sais. D'autres sujets, je vous réponds assez directement. Mais je vais en profiter pour dire quelque chose, parce que on me parle souvent de cette spécificité-là, de dire, avec une sorte de sous-entendu, c'est un peu injuste, au fond, les fonctionnaires, ils verraient
leur retraite calculée sur les 6 derniers mois, alors que dans le privé, c'est sur les 25 dernières années. Mais à chaque fois qu'on dit ça, on oublie un autre élément qui est extrêmement important, c'est que les fonctionnaires, ils voient leur retraite calculée sur la part fixe de leur rémunération, sans du tout prendre en compte la part variable, les primes notamment. Ça représente un bon bout de la rémunération pour les fonctionnaires. Et donc, ce qu'il faut regarder au final, c'est quelle est la part entre ce qu'on cotise tout au long de sa carrière et ce qu'on reçoit au moment de sa retraite. Et attendez, laissez-moi aller au bout d'une phrase, parce que c'est la conclusion qui est la plus importante. En réalité, la situation, elle est exactement la même dans la fonction publique que dans le privé, quand on regarde ce paramètre. Bah oui, vous voyez, j'espère vous avoir apporté une information ce matin. Quand on voit le taux d'effort, c'est-à-dire ce qu'on cotise dans sa carrière pour ce qu'on va recevoir dans sa retraite, eh bien, à 0,5 points près, c'est la même chose pour la fonction publique. Donc si je vous suis, vous n'allez pas toucher à Donc c'est pas ça qu'on vient remettre en cause. Non, mais vous n'allez pas toucher aux retraites des fonctionnaires, alors. Bien sûr que si. Ah bon. Quand on bouge l'âge de départ à la retraite dans le privé, on va le bouger de la même façon dans le public. Mais sur le calcul, quand on travaille sur la question de la pénibilité, quand on travaille sur la question de l'aménagement des fins de carrière, du travail des seniors, du cumul emploi-retraite, on va le faire aussi pour la fonction publique. Donc vous voyez bien qu'on va appliquer cette réforme-là aussi à la fonction publique, mais en l'occurrence, pas sur l'aspect sur lequel vous m'interrogez. Stanislas Guerini, un mot sur le drame de Lola. Certains dénoncent une récupération politique parce qu'il y a par exemple un rassemblement en la mémoire de Lola avec la participation d'Éric Zemmour. Vous aussi, vous dénoncez une récupération politique, ou alors est-ce que évidemment c'est l'émotion qui l'emporte et il y a vous me parlez d'Éric Zemmour, sincèrement j'ai même pas envie de parler d'Éric Zemmour. Pourquoi? Et évidemment qu'il y a eu de la récupération absolument ignoble. Moi j'étais hier aux questions au gouvernement au Sénat. Il y a eu une question de Bruno Retailleau sur ce drame auquel la Première ministre a répondu. Elle a dit quelque chose qui devrait tous nous rassembler. Elle a dit respectons ce que demande la famille de cette petite fille qui a été assassinée. Et en l'occurrence, la famille de cette petite fille, elle demande le silence. Elle demande de pouvoir vivre son deuil. Et j'ai entendu des responsables politiques sur les bancs des Républicains, en l'occurrence, qui disaient « et alors ?» Et alors Et c'était pas une voix isolée. Et alors Ce que pense la famille, ça n'a aucun intérêt. Sincèrement. Mais la première réponse, c'est d'abord l'humanité. Je crois que c'est ça qui devrait nous rassembler. Mais il n'y a pas une faute de l'État sur l'obligation de quitter le territoire et le fait qu'il n'y a pas eu d'expulsion. Je vous garantis, et vous le savez, je viens à votre micro de temps en temps, j'essaie généralement de répondre à vos questions. Je vous garantis que je reviendrai vous parler d'immigration, je reviendrai vous parler des efforts que nous faisons pour mieux faire respecter les obligations de quitter le territoire, les efforts que nous menons pour obtenir des laissez-passer consulaires. Je reviendrai vous parler de tout ça. Mais s'il vous plaît, un peu de dignité, un peu d'humanité pour le drame qu'on a vécu. Stanislas Guerini, un mot puisque vous avez évoqué le Sénat. Il y a justement un texte aujourd'hui avec les cabinets de conseil, le recours aux cabinets de conseil d'encadrement. Dans quelle mesure vous allez essayer de limiter le recours aux cabinets de conseil? On le fait très concrètement. Moi, je veux, sur cette question-là, être très clair. Est-ce que il est légitime que pour des besoins spécifiques où il n'y a pas les compétences au sein de l'État, l'État puisse recourir à des recours extérieurs, des cabinets de conseil? Moi, je réponds oui à cette question-là. Est-ce qu'il faut mieux encadrer? Eh bien, je réponds oui aussi. Et en l'occurrence, c'est ce que nous faisons. On a diminué le recours. On est en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, moins 15% de recours à des cabinets de conseil extérieurs. On donne des outils pour mieux suivre, mieux encadrer, donner plus de transparence. Donc moins de McKinsey, alors. Oui, ou d'autres. Vous voyez, là encore, je sais bien, mais bon. Je sais bien qu'on réduit tout ce débat en ciblant, etc. Moi, c'est une question que je prends très au sérieux. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec les sénateurs qui avaient porté une proposition de loi que je soutiens dans ses finalités. Ils ont pu voir quelle était ma position extrêmement constructive pour avancer, parce que je considère qu'on va dans le même sens, le sens de ceux qui veulent, au fond, renforcer l'État. Et je crois que c'est important de le prendre comme ça. Les collectivités territoriales, aussi. Je souhaite la puissance publique, de façon générale. Parce que si on ne prend pas à bras-le-corps ces sujets-là, alors on les laisse à des gens qui ne s'intéressent pas du tout aux solutions, qui s'intéressent simplement aux polémiques. Moi, je ne suis pas de ce camp-là. C'était au Sénat hier et à l'Assemblée nationale quand? Dès que d'abord les sénateurs peuvent le décider, puisqu'ils peuvent porter ce texte-là dans des niches parlementaires, donc on va le décider ensemble. Mais en tout cas, moi j'ai été clair, je souhaite que ce texte il puisse cheminer.
qu'on l'examine, parce que j'en soutiens encore une fois la finalité. Merci Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, la revue de presse et puis le débat Françoise Degois, Elisabeth Lévy et vos appels évidemment 0826 300 300.